Les économistes semblent tous incapables de fournir une réponse claire à la question suivante, qui est pourtant très simple. Devons-nous avoir davantage ou moins d'enfants ? D'un côté, de nombreuses personnes s'inquiètent de la surpopulation et de l'utilisation des ressources, qui sont désormais au-delà de ce que la Terre peut fournir. Si nous avons moins d'enfants, il y aura moins de personnes, et moins de personnes signifie moins de gaspillage, moins d'extraction de ressources, moins d'utilisation d'énergie et moins d'émissions. Même si nous maintenions notre utilisation actuelle des ressources mondiales, moins de personnes signifierait que chacun obtiendrait une part plus grande du même gâteau, ce qui pourrait considérablement améliorer les niveaux de vie. Si le monde n'abritait qu'1 milliard de personnes, des problèmes tels que celui de la crise de logement n'en seraient plus. Mais si le monde comptait 10 milliards de personnes, comme cela est prévu pour 2050, tous ces problèmes ne feraient qu'empirer et nous devrions être prêts à accepter un niveau de vie beaucoup plus bas pour partager la richesse mondiale de manière plus équitable. C'est une pensée effrayante, avant même de considérer d'autres problèmes qui pourraient aggraver la question de la prise en charge d'autant de personnes. Plus de personnes créent plus de déchets, ce qui réduit l'approvisionnement en sources d'eau propre et en terres productives. Mais plus de personnes ont également besoin de plus d'eau et de terre, ce qui peut devenir un cercle vicieux. De l'autre côté, d'autres personnes s'inquiètent du fait que nous n'avons pas assez d'enfants. La question des populations vieillissantes a été largement explorée sur cette chaîne, car nous en parlons dans presque toutes les vidéos sur les économies avancées que nous abordons, en tant que menace majeure pour leur prospérité économique future. S'il n'y a pas suffisamment de jeunes pour produire les biens et services que tout le monde consomme dans une économie, les niveaux de vie commenceront à baisser pour tous, car une part plus importante de personnes âgées consomment sans contribuer. Dans des exemples extrêmes comme en Corée du Sud, leur taux de natalité est si bas que dans quelques décennies, il pourrait ne pas y avoir suffisamment de personnes pour s'occuper des personnes âgées, sans parler de tout ce dont une économie avancée a besoin pour fonctionner. Ainsi, devons-nous avoir plus d'enfants ou moins d'enfants ? Quels sont les défis que présentera l'une ou l'autre option ? Et enfin, existe-t-il un moyen de contourner ce paradoxe apparemment insoluble ? Les enfants sont un fardeau économique jusqu'à bien après leur naissance. Pendant au moins les 12 premières années de leur vie, ils consommeront plus qu'ils ne contribueront, ce qui en fait un poids net pour leur famille et ou la société. Ai-je mentionné que nous aborderons cette question du point de vue d'un macroéconomiste sans cœur ? Quoi qu'il en soit, dans la plupart des pays développés, l'âge auquel les enfants commencent à contribuer de manière nette a été de plus en plus tardif à mesure que les économies se sont développées. Les lois sur le travail des enfants rendent illégal le fait de faire travailler les enfants avant qu'ils n'aient au moins 15 ans dans la plupart des pays développés, et la scolarisation minimale signifie qu'ils sont peu susceptibles de contribuer à temps plein avant d'avoir au moins 18 ans. La poussée pour un niveau d'éducation encore plus élevé signifie que de nombreuses personnes ne commencent à devenir des contribuables productifs que dans la vingtaine. Dans nos vidéos sur des pays comme la France et la Corée du Sud, nous avons constaté que le fait que les gens commencent à travailler de plus en plus tard avait autant d'impact sur la main-d'œuvre que le vieillissement de leur population. Ce que cela signifie, comme si ce n'était pas déjà assez évident, c'est qu'avoir des enfants est un engagement majeur, et pas seulement pour les parents, mais potentiellement pour l'économie tout entière également. Les économistes et les décideurs politiques vont devoir être extrêmement prudents quant à l'encouragement des taux de natalité dans les pays ayant des populations vieillissantes, car cela pourrait en réalité aggraver le problème. Si les économies ont trop d'enfants en même temps qu'elles ont trop de personnes âgées à aider, cela exercera une pression supplémentaire sur les personnes du milieu qui travaillent pour soutenir ces deux groupes. Ce soutien sera soit direct sous la forme de paiements littéraux pour les besoins d'un enfant ou de parents âgés, car ils ne peuvent pas ou plus subvenir à leurs propres besoins, soit indirect sous la forme de taxes plus élevées pour financer les écoles et les systèmes de protection sociale pour les personnes âgées. Au niveau macroéconomique, ce phénomène peut s'autocorriger, car si les gens sont soumis à une pression trop forte pour subvenir aux besoins d'un nombre croissant de personnes à charge, directement ou indirectement, ils seront moins enclins à avoir des enfants, même s'ils en ont vraiment envie. Mais cela pourrait être une bonne chose. La vidéo la plus populaire de cette chaîne portait sur une étude de 1972 menée par le MIT qui prédisait l'effondrement de la société en 2040, ainsi qu'une étude de suivi réalisée par KPMG qui a constaté que nous avions de l'avance sur le calendrier. En fin de compte, nous vivons sur une planète aux ressources finies, et peu importe à quel point les économistes deviennent ingénieux, une croissance illimitée dans un monde fini ne sera jamais atteignable. Il faut donc faire des sacrifices. Notre seul choix pourrait être l'ordre dans lequel nous faisons ces sacrifices. Oui, le fait d'avoir moins de personnes, et surtout moins de personnes en âge de travailler, signifierait moins de production. Mais le fait d'avoir plus de personnes sur Terre finira par exercer une telle pression sur les ressources
et ces dernières créeront tellement de déchets que le monde ne pourra plus offrir les mêmes niveaux de vie que nous connaissons aujourd'hui. L'ordre dans lequel cela se produit est important. Quelle est la projection la plus effrayante de l'avenir ? Une diminution de la population entraînant une diminution de la production alimentaire, ou une diminution de la production alimentaire entraînant une diminution de la population ? Par nature, le problème du vieillissement de la population finira par se régler de lui-même. La génération la plus nombreuse de l'histoire commence déjà à s'éteindre, et les jeunes générations vivent plus longtemps et restent en forme et en bonne santé pendant une plus grande partie de leur vie. Cela signifie qu'ils dépendront moins des systèmes de soutien, mais pourront également continuer à travailler et à contribuer à la société, même à des âges où la plupart des gens étaient censés être décédés il y a un demi-siècle. Donc, laisser les populations diminuer semble plutôt une bonne idée, et cela avant de prendre en compte notre héritage. Cette vidéo va vraiment donner une mauvaise image des économistes, mais quand nous parlons d'héritage, nous ne parlons pas de ce que nous allons recevoir de nos parents quand ils passeront l'arme à gauche. C'est une vision plus globale que cela. L'un des problèmes d'une population plus petite est qu'il y aura moins de personnes pour fabriquer les choses avec lesquelles les gens fabriquent des choses, ce que les économistes appellent le capital. Cela peut aller des ports d'expédition à de grandes machines industrielles, en passant par des logiciels ou même des connaissances techniques. Si nos populations diminuent, les personnes qui restent auront toujours ce capital. Bien sûr, une grande partie de celui-ci devra être entretenue, voire remplacée, mais c'est plus facile que de construire des choses à partir de zéro. Même des choses aussi simples que certains métaux comme l'aluminium sont plus faciles à recycler qu'à extraire, de sorte que leur disponibilité et le besoin de les partager au sein d'un groupe de personnes plus restreint signifie que des capitaux comme celui-ci iront plus loin. L'un des plus grands éléments du capital hérité sera simplement la technologie. De nos jours, nous utilisons toutes sortes de technologies pour maximiser notre productivité. Un navire porte-conteneurs moderne avec un équipage d'une douzaine de personnes peut transporter des centaines de fois plus de cargaisons que les navires d'il y a un siècle qui avaient des équipages de plusieurs centaines, le tout en utilisant moins de carburant et en livrant les marchandises plus rapidement. Si Thanos claquait des doigts de main et que notre population était réduite de moitié, nous n'oublierons pas comment fabriquer des éléments de capital comme celui-ci, ni les avantages de l'utilisation de conteneurs d'expédition ou les problèmes de fabrication d'essence et de maisons à base de plomb et d'amiante, d'ailleurs. Dans une hypothèse extrême, où le taux de natalité mondiale chuterait à 1 enfant par femme, l'économie mondiale connaîtrait probablement une baisse de la prospérité globale à mesure que les générations existantes deviennent trop âgées pour travailler. Mais à long terme, la production moyenne par personne ou le PIB par habitant serait probablement plus élevé, car il y aurait simplement plus de choses pour fabriquer des choses. Un pourcentage plus élevé d'une population mondiale plus restreinte pourrait continuer à mener des vies semblables à celles que nous apprécions aujourd'hui dans les économies avancées, sans exercer de pression supplémentaire sur les ressources mondiales, et nous pourrions éviter les effondrements décrits dans l'étude du MIT de 1972. Cela ne prend pas non plus en compte les évolutions comme l'intelligence artificielle, qui pourrait substituer le travail humain et accroître la production sans être le même fardeau pour les ressources qu'un être humain, avec leurs besoins en logement, en nourriture, en eau et tout le reste. La dépopulation gérée pourrait commencer à ressembler à un petit prix que nous devons payer maintenant pour un avenir plus prospère demain. Mais de nombreux économistes sont en désaccord et pensent que la seule façon d'assurer notre avenir est de résoudre nos problèmes par la croissance. Il est vrai qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Mais cela n'est vrai qu'en raison du fait que tout ce qui est infini est fondamentalement impossible. Même avec notre compréhension actuelle de l'économie et même avec notre compréhension actuelle de la physique, à terme, nous manquerons de particules auxquelles attribuer une valeur. À un niveau plus tangible, oui, notre utilisation des ressources augmente rapidement à mesure que le monde abrite une population plus grande et plus riche, qui voyage davantage, consomme davantage et s'habitue à des conforts tels que la climatisation et de plus grandes maisons. Mais notre production économique croît bien plus rapidement que notre utilisation des ressources. Entre 1985 et 2010, l'utilisation de ressources mondiales telles que les minéraux, les minerais, les combustibles fossiles et la biomasse a pratiquement doublé, passant d'un peu plus de 40 milliards de tonnes par an à un peu moins de 80 milliards. Dans la même période, le PIB mondial a été multiplié par 5, passant de 12,5 billions de dollars à 66,5 billions de dollars. Malheureusement, seules ces 35 années se chevauchaient dans des sources fiables pour ces deux ensembles d'informations. En effet, le FMI a commencé à enregistrer les chiffres du PIB mondial à partir de 1985, et les chiffres sur l'utilisation des ressources de l'Agence européenne pour l'environnement se sont arrêtés en 2010. En se basant sur d'autres chiffres,
qui concordaient avec ces deux sources mais ne provenaient pas d'organisations officielles, le PIB mondial est passé d'environ 4 billions de dollars en 1900 à 105 billions de dollars aujourd'hui, soit une multiplication par 26 au cours des 123 dernières années. L'utilisation mondiale des ressources est passée de 10 milliards de tonnes en 1900 à 100 milliards de tonnes aujourd'hui, soit une multiplication par 10. Ainsi, nous produisons donc environ 2 fois plus avec les mêmes ressources qu'il y a 123 ans. Dans le même temps, la population mondiale est passée de 1,6 milliard à un peu plus de 8 milliards aujourd'hui. Pour qu'une économie puisse produire davantage avec moins de ressources, il faut qu'elle utilise la technologie et le savoir-faire technique pour rajouter de la valeur à ces ressources. Nous utilisons souvent cet exemple, mais une tonne de minerai de fer peut valoir un peu d'argent si elle est transformée en poutrelle en acier, plus d'argent si elle est transformée en voiture, et beaucoup plus d'argent si elle est transformée en montre suisse de haute qualité. Toutes ces productions ont utilisé la même quantité de ressources, mais ont toutes contribué à des montants très différents de la production économique totale. La technologie moderne nous permet de faire encore mieux que cela. Nous n'avons pratiquement pas utilisé de ressources non renouvelables pour produire cette vidéo, et pourtant des centaines de milliers, voire des millions de personnes la regarderont et apprendront quelque chose. Cela a une valeur économique, mais ne serait possible qu'avec des éléments de capital modernes tels que les ordinateurs et Internet. Nous aurions toujours ce capital même si notre population commençait à diminuer, mais nous pourrions passer à côté de nouvelles avancées. Plus de gens dans le monde signifie qu'il y a plus d'opportunités pour des percées technologiques qui pourraient changer notre monde pour toujours. Si des individus comme Tesla, Da Vinci, Bosch, Babbage, Curie, Einstein ou Turing ne sont qu'un cas sur 1 milliard, alors avoir 8 milliards de personnes dans le monde rend plus probable le fait que l'humanité bénéficiera davantage de percées imaginées par des gens comme eux. Nous ne pourrions tout simplement pas nourrir les personnes vivantes aujourd'hui si ce n'était pas grâce au procédé Haber-Bosch qui a rendu possible la production de masse d'engrais. Même avec une population 10 fois plus importante, le monde bénéficie d'une bien meilleure sécurité alimentaire qu'il y a 200 ans, avant que nous ayons cette technologie. La technologie a un effet de cumul sur la population, qui à son tour a un effet de cumul sur la technologie. Si les engrais industriels n'avaient jamais été fabriqués, quelqu'un comme Alan Turing n'aurait peut-être jamais vu le jour pour créer l'ordinateur numérique moderne. La technologie a également un effet de cumul sur la technologie. Si nous n'avions pas d'ordinateur, nous n'aurions pas Internet. Et si nous n'avions pas Internet, nous n'aurions pas tous les outils que nous utilisons au quotidien pour faire fonctionner notre économie mondiale. La substitution de la main-d'œuvre humaine par du capital, que nous avons exploré précédemment dans l'argument de la dépopulation, est toujours possible avec une population croissante. Cela signifie simplement que nous pouvons en faire davantage avec davantage, au lieu de faire la même chose avec moins. Cela signifie également que nous sommes plus susceptibles d'inventer ces technologies pour rendre tout cela possible en premier lieu. Avoir plus de personnes avec un accès accru à davantage de capital, toutes choses étant égales par ailleurs, conduira à de plus grands développements technologiques qui permettront une production accrue avec une utilisation moindre des ressources à long terme. Bien sûr, à long terme, l'humanité pourrait développer une technologie permettant de devenir multiplanétaire et exploiter les ressources de l'ensemble du système solaire de manière économiquement viable. Les commentateurs qui soutiennent l'argument en faveur de la croissance démographique affirment que les développements comme celui-ci sont plus susceptibles de se produire si nous avons plus de personnes travaillant sur le problème. Certains de ces commentateurs, comme Elon Musk, sont évidemment directement investis dans la réalisation de ce type de futur. Si le succès économique est défini par le fait d'avoir le chiffre de production le plus élevé possible, alors la croissance démographique est la meilleure stratégie. Mais si le succès économique est défini par le PIB par habitant ou par des mesures de qualité de vie, cela devient un peu plus difficile à projeter. La croissance illimitée est la stratégie la plus risquée. Nous ne sommes pas assurés de développer des technologies capables de stimuler la croissance économique plus rapidement que la croissance démographique, et si nous ne le pouvons pas, alors la qualité de vie commencera rapidement à aller dans la mauvaise direction. Il est également difficile de tenir compte de variables comme le changement climatique, qui vont au-delà de l'utilisation linéaire des ressources. Si certaines parties du monde deviennent inhabitables en raison de la chaleur, ou si les réserves d'eau douce sont compromises, alors même avec des avancées technologiques, nous pourrions avoir de sérieux problèmes. Une diminution de la population lente et constante est plus sûre. Nous pouvons prédire les défis économiques posés par le vieillissement de la population mieux que nous ne pouvons le faire dans un monde avec 15 ou 20 milliards de personnes, et cela allège également la pression sur les systèmes mondiaux essentiels à la vie. L'économie est une science sociale,
ce qui signifie que même lorsque l'on traite de problèmes macroéconomiques énormes comme l'avenir de la civilisation, la nature humaine individuelle doit toujours être prise en compte. En tant qu'être humain, nous avons le désir de vouloir grandir et faire progresser notre espèce. La plupart d'entre nous n'y pensent peut-être pas autant que d'autres, mais je suis sûr que nous supposons tous plus ou moins qu'un jour nous serons une civilisation interplanétaire de la même manière que nos ancêtres rêvaient de coloniser chaque coin du globe. Se résigner à un avenir où nous acceptons effectivement un déclin lent ne semble pas très humain. Cependant, c'est la voie que nous suivons actuellement. La plupart des gouvernements tentent à être d'accord, et dans le monde entier, des politiques sont mises en place pour encourager les gens à avoir plus d'enfants. La raison pour laquelle ces politiques sont mises en place est que nous le voulions ou non, nous nous dirigeons actuellement vers l'option de dépopulation. Beaucoup de projections estiment maintenant que la Terre n'atteindra jamais 10 milliards de personnes, car les taux de natalité ont diminué à mesure que les pays sont devenus plus industrialisés. Personne ne peut prédire l'avenir, encore moins les économistes, mais l'optimisme à long terme a toujours été un bon pari sur l'humanité, peu importe combien nous finirons par être. Regardez la vidéo liée à l'écran suivant. Merci d'avoir regardé. Ciao.